ressourcerie de l'écrivain. Alors, pourquoi faire une petite chronique littéraire sur une duologie de Colleen Hoover, alors que pour la petite histoire, j'avais prévu de faire un update lecture thématique sur des romances contemporaines. Donc, mais vu ce que je viens de lire de Colleen Hoover, à savoir J'aimais plus et À tout jamais, qui est sa suite, j'ai décidé de lui consacrer une vidéo entière parce que je pense que comme je publie en fait des avis sur YouTube, donc sur internet, je pense qu'on a une part de devoir aussi en tant que, j'aime pas le terme d'influenceur du livre, mais en tant que chroniqueur littéraire on va dire, ou de créateur de contenu, de prévenir sur certaines choses. Et là franchement je pense, c'est pour ça que je fais cette vidéo spécialement dédiée à cette duologie qui, pour moi, pose pas mal de problèmes. Pour la petite histoire aussi, c'est des livres que j'ai lus, là on est le 9 janvier, donc je les ai lus il y a 4-5 jours, ça se lit assez rapidement. Très clairement pour moi, si vous avez envie de lire cette duologie, je vous conseille vraiment de lire le deuxième livre après le premier. Parce que le premier, pour moi, c'est pas une romance. C'est vendu comme une romance, c'est publié comme une romance. Je vais vous montrer les images des couvertures qui sont très jolies, etc. Mais la première histoire, si c'est une romance, c'est pas une romance qui est centrée sur le couple qui est présenté, le couple actuel. Donc avant d'en dire plus, je vais vous lire les résumés. Donc Jamais plus et À tout jamais sont édités chez Hugo Poche en collection New Romance. Je vous lis juste les deux résumés. Ensuite, je vais spoiler comme une connasse. Et je vais soulever en fait quelques problématiques parce que moi, personnellement, du haut de mes 41 ans, je vous avouerai que ça m'a quand même un petit peu Jamais plus. Le premier livre, donc vous avez vu, une très belle couverture avec une fleur. Oh, ils ont fait une fleur qui est cassée. C'est mignon, c'est ironique. Et À tout jamais, c'est de l'eau et des fleurs. C'est beau. Bon, Jamais plus. Le résumé, c'est: ceux que nous aimons sont parfois ceux qui nous font le plus mal. Lily Blossom Bloom n'a pas eu une enfance très facile entre un père violent et une mère qu'elle trouve soumise, mais elle a su s'en sortir dans la vie et est à l'aube de réaliser son grand rêve, ouvrir à Boston une boutique de fleurs. Elle vient de rencontrer un neurochirurgien, Ryle, charmant, ambitieux, visiblement aussi attiré par elle qu'elle l'est par lui. C'est une litote. Le chemin de Lily vers le bonheur semble tout tracé. Elle hésite pourtant encore un peu. Il n'est pas facile pour elle de se lancer dans une histoire sentimentale avec des parents comme les siens. Choisir cette vie, c'est aussi tirer un trait sur son passé. Et Atlas, ce jeune homme qui a été son premier amour et qui a profondément marqué son adolescence. L'avenir semble limpide et simple, mais il peut s'obscurcir très vite. Bon, on va y aller très franco. C'est un livre qui n'a pas de trigger warning. L'autrice s'explique en note d'auteur à la fin du livre le fait qu'elle a été à la place de Lily, de son personnage principal, à savoir que son père était violent, que sa mère a subi des violences, mais elle n'en a pas subi, mais en a été témoin. C'est un livre qui va parler donc de violence conjugale et on n'est pas sur de la claque, on est sur du coup de poing, des morsures, des coups de boule, sur du viol conjugal. Autant y aller franco. Il n'y a aucun trigger warning. Je l'ai lu en version numérique, donc je ne pense pas qu'il y en ait sur les bouquins papier. Je vous dirai plus tard de quoi... ce qui pose problème au niveau du lectorat en particulier de l'âge du lectorat. Donc, on va faire bouquin par bouquin, donc Jamais plus. Je commence à spoiler là, donc si vous voulez quitter, sautez directement à Tout jamais. L'histoire commence quand Lily est à Boston, elle est sur un toit, elle prend l'air, mais
Elle est, il me semble, assise sur le parapet, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, enfin sur le garde-corps, donc les jambes dans le vide. Donc au tout début, franchement, je me suis dit, oh putain, ça commence sur des pensées suicidaires, ça va être chouette. Donc, enfin, comment dire, si vous voulez, moi je peux tout lire. S'il y a des thématiques qui sont compliquées, s'il y a des thématiques qui sont dures, au niveau de troubles psychologiques ou psychiatriques, de souffrances, je peux tout lire. Je me suis dit au début, ça commence bien, on est déjà sur une nana qui a envie de se jeter. Bon, bah je continue, et donc je continue ma lecture tranquillement, et en fait, il y a un homme qui arrive sur le toit. On est dans les pensées de Lily, et ce qu'on apprend en fait, c'est que son père, elle a des sentiments très ambivalents par rapport à son père, parce que donc son père était quelqu'un de violent. On est après dans un schéma assez classique au niveau des couples où il y a des violences conjugales, c'est-à-dire que la personne qui est victime de violence essaye d'étouffer le truc, de serrer les dents et de subir, et que surtout ça ne se sache pas. Donc Lily, elle est sur ce toit-là. Pourquoi? Parce que son père vient de mourir. Elle n'est pas vraiment triste, mais disons que ça lui fait bizarre, et c'est tout à fait normal parce que c'est quand même son père. Et en fait, elle est sur ce toit parce que sa mère lui avait demandé de faire un petit discours, de parler un petit peu en bien de son père. Et Lily, j'ai pas trop compris si elle a bugué et qu'elle a été incapable de dire quelque chose, ou si sciemment elle s'est tenue silencieuse parce qu'il n'y avait rien à dire de positif sur son père. Donc il y a un petit peu tout ça qui la travaille. Et donc c'est normal que ça la travaille. Pour dire un petit peu l'état psychologique de Lily à l'instant T, Lily, elle est un peu en train de se planquer aussi à Boston parce qu'elle a envie donc de relancer sa vie, enfin d'ouvrir un commerce de fleurs, une fleuristerie, comment on dit? Un magasin de fleurs? Une boutique de fleurs, je cherchais le terme. Une fleuristerie, ça me va bien aussi. Mais bref, donc Lily, elle est un peu dans un entre-deux, elle est quand même assez brassée au niveau des émotions, ce qui est tout à fait normal. Là-dessus, il y a un homme qui arrive sur le toit. Donc Lily, elle se dit, oh, fais chier, enfin, je voulais être tranquille, quoi. Et comme elle est assise sur le bord du toit avec les jambes dans le vide, donc en gros, on souffle dessus, elle tombe, ça rend le monsieur un petit peu nerveux. Donc, il la convainc, parce que lui, il a aussi pensé qu'elle allait se jeter, il la convainc de descendre de là, ils discutent un petit peu, enfin, ils se présentent vaguement, et ça fait un peu partie de ces moments où ça arrive, pour de vrai dans la vraie vie, parce que moi, ça m'est arrivé de rentrer d'une soirée chez un gars avec qui j'ai passé la nuit à discuter d'ethnologie en Amérique latine, et on a mangé des oranges jusqu'à 5 h du matin tout en papotant. Je suis partie avec un livre qu'il m'a filé, je ne l'ai jamais revu de ma vie. Et c'était ne faites pas ça, c'est pas très prudent. Mais je suis tombée sur quelqu'un qui était cool, quoi. C'était vraiment sympa. Et bref, Lily et Ryle se présentent. Donc elle n'a pas trop de filtre parce que du coup, elle est un peu en souffrance quand même. Elle lui dit vaguement ce qui s'est passé. Lui, il se présente, il dit qu'il est neurochirurgien. Il vient de perdre un patient, ça l'a aussi brassé. Et ils arrivent à se confier des petites choses comme ça. Jusque-là, tout va bien, vous me direz. Ça arrive. Ça arrive que des fois, quand un être humain rencontre un être humain dans des circonstances particulières, ils se disent des petites choses qui peuvent être assez intimes. Et jusqu'à ce que il y a cette putain de phrase qui, moi, m'aurait fait partir en courant, voire même « Oh, j'ai un coup de fil, allô maman » ou des trucs comme ça, enfin faire semblant de n'importe quoi. Clairement, moi, je me serais vraiment extraite de cette situation. Le mec lui dit « Cash, j'ai envie de vous baiser ». Ils se connaissent depuis 4 minutes.
Donc je pense pas être particulièrement prude, mais clairement pour moi c'est un gros red flag comme on dit. Là c'est, ça me ferait un petit peu flipper. Mais bon, on est dans de la romance, donc le mec il est beau, alors Lily elle n'est pas complètement insensible à son charme. Autre chose, le mec la prend en photo, alors que en fait c'est un toit terrasse, il y a des transats et compagnie. Donc Lily, qui est un petit peu crevée, qui a dû se payer pas mal de routes dans la journée, elle s'est allongée sur une des... je crois d'ailleurs à l'invitation de Ryle, elle s'est allongée sur un des transats. Et il la prend en photo. Il lui demande rien, parce que pourquoi? Il la prend en photo. Après, moi, elle est habillée, tout va bien, etc. Il est assez entreprenant, dans la mesure où, dans mes souvenirs, c'est pas entreprenant fort, mais il va se permettre de la toucher. Il la touche, il me semble, sur le ventre, il relève un peu sa chemise, des choses comme ça. Et Lily se laisse faire jusqu'à ce qu'un moment elle se dise oula, je vais quand même m'en aller. Donc voilà, ça commence comme ça. Et si vous voulez, ils vont pas se revoir pendant des mois. Jusqu'à ce que... Non, pendant plusieurs semaines, pardon. Parce que après, de nouveau, il va y avoir une espèce de séparation parce qu'il n'y a pas eu... Enfin, il n'y a rien, quoi, pour le moment. Il n'y a rien entre eux. Juste une rencontre un peu bizarre avec un mec un petit peu flippant. À mon sens. Pas aux yeux de Lily. Qui va quand même un petit peu ruminer le fait qu'il était attiré par elle, qu'il voulait la baiser. Qu'il l'a touché. C'était pas du tripotage non plus, c'était pas sur des endroits, on va dire. Mais on ne touche pas les gens quand ils veulent pas, quand on ne leur a pas demandé. Je sais pas. Enfin, moi c'était 2 tartes, par exemple, hein. Mais de toute façon, je serais partie avant. Lily ouvre sa boutique de fleurs. Au début, du coup. Il y a toujours un petit côté où elle marche sur des œufs avec sa maman parce qu'elle pense que sa mère lui en veut de ne pas avoir réussi à dire de choses positives à l'enterrement de son père. Au final, non, mais il y a une espèce de petite incompréhension comme ça qui continue, qui est un peu latente entre Lily et sa maman. Pourquoi pas? Donc Lily, elle trouve une boutique, elle ouvre sa boutique. Elle vit en colocation, la coloc elle est... Bon, c'est une coloc quoi, c'est pas une copine, elles se connaissent, mais enfin, elle mène sa petite vie. Et le truc qui est assez marrant, enfin moi j'ai trouvé ça assez rigolo, la manière dont c'est fait, c'est assez hautement improbable, mais moi je me dis pourquoi pas quoi, dans un bouquin, pourquoi pas. C'est qu'en fait elle est en train elle vient de louer ou acheter le local qui va accueillir la fleuristerie. Et il y a une nana qui rentre, un peu toute bien sapée, tout ça. Vous voyez la petite nénette, la petite bourge, on va dire. Et cette fille-là, en fait, elle est très ouverte. Elle va vers Lily, elle se présente et compagnie. Et elle lui demande si elle a besoin d'aide, enfin si elle a besoin d'une salariée. Parce que c'est pas qu'elle cherche vraiment du travail, mais disons parce qu'elle en a pas besoin, hein, elle n'a pas besoin de thunes. Mais elle a besoin d'une occupation. Donc elles deviennent assez rapidement copines, mais moi je me dis pourquoi pas, parce que ce sont des choses qui arrivent aussi des fois, on rencontre des rencontres qui se font comme ça et qui débouchent assez rapidement sur quelque chose parce qu'il y a des atomes crochus, quoi. Même si ça n'existe pas les atomes crochus, mais bon, bah pourquoi pas. Et donc elle embauche la nana. Et ben vous allez... J'espère que vous êtes assis, parce que la nana dont j'ai oublié le nom, Alyssa, c'est la sœur de Ryle, le neurochirurgien, qui voulait baiser Lily. Sauf qu'elle ne le capte pas de suite. Il me semble que c'est dans les premiers jours, c'est un petit peu avant l'ouverture de la boutique. Je crois que justement le Ryle est passé parce que je demandais un peu ce que foutait sa sœur ou un truc comme ça. Et là, Lily et Ryle se retrouvent de nouveau et un peu le... Parce qu'ils ne s'étaient pas vus, mais en fait, il habite à côté. Et sa sœur aussi.
Donc, elle est un peu toute perturbée, choupette. Elle va un petit peu bidouiller un truc dans ses cartons en hauteur. Elle se pète la gueule forcément, bim, entorse douloureuse. Donc, elle repart dans les bras de Ryle, je pense qu'ils vont chez lui. Et je crois, hein. Bon, il se passe rien. Il y a le côté très médecin, très professionnel entre guillemets. Il lui dit de pas bosser pendant une semaine, donc elle, ça l'emmerde parce que il y a un peu la boutique qui ouvre. Alissa, qui est vraiment une gentille fille, elle se débrouille en fait avec les préparatifs et compagnie. Et Lily, elle ronge un peu son frein. Donc, pourquoi pas. Et en fait, comme ça, il va y avoir plusieurs petites rencontres qui vont s'étaler sur le temps. Et où autant Lily que Ryle occupent les pensées de l'autre. Jusqu'à présent, là, on est... Bon, moi, au niveau de la rencontre, franchement, je trouvais ça hyper creepy. Moi, il m'aurait fait flipper, personnellement. Mais on se dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon. Du coup, ils commencent un petit peu à sortir ensemble, au bout d'un moment. La seule jolie phrase que j'ai lue en deux livres... Bon, là, je suis méchante, hein, mais... J'aime bien quand le ciel me rend trop insignifiante. Donc lui, c'est un neurochirurgien, donc il est très occupé, il a sans doute un métier qui est prenant, etc., qui est stressant, ce qui n'excuse rien. Et si vous voulez, à un moment, au tout début, il y a vraiment le côté, la petite romance qui s'installe. Moi, j'y croyais pas, hein, à cette romance. Je pense qu'aussi, il y a le fait que le père de Lily vient de mourir, fait que elle repart un petit peu dans des vibes nostalgiques et elle relit ses journaux intimes de quand elle était adolescente. Et dans ces journaux intimes, elle a écrit notamment sa rencontre avec Atlas. Donc Atlas, on a des allers-retours assez réguliers entre le présent, où Lily se pose et relit ses journaux intimes, et du coup ce passé qu'elle compte, enfin qui était le présent de quand elle était adolescente. Et Atlas, si vous voulez, c'est un gars de son lycée qui est un peu plus âgé qu'elle, parce qu'elle avait 15 ans, il en avait 18, et c'est un pauvre gamin. C'est un pauvre gamin, pourquoi? Parce que en fait on apprend assez rapidement qu'il s'est fait virer de chez ses parents et qu'il n'a nulle part où aller. Donc il squatte une maison du voisinage, enfin la maison de derrière chez Lily, qui est insalubre, qui a un toit qui est crevé, et je ne sais plus où exactement on est, Nebraska peut-être bien, mais disons que ça pèle sévère l'hiver. Et quand Lily se rend compte qu'il y a quelqu'un là-bas, elle va prendre un petit peu de nourriture dans la cuisine et aller le lui déposer. Je crois qu'au début, elle ne sait même pas qui est là-bas, hein. Et ils finissent par se rencontrer. Atlas est perçu comme le mec qui pue par une nana du lycée qui prend le même bus scolaire qu'eux, parce que Atlas est dans le même lycée que Lily. Et petit à petit, comme ça, comme Lily, elle rentre plutôt du lycée que ses parents, elle a un petit peu de temps avec Atlas. Comme ça, il a le temps d'aller prendre une douche, elle lui file des fringues de son père, elle lui file un petit peu à manger et compagnie, elle lui file des couvertures. Tout ça au nez et à la barbe des parents qui n'ont rien vu du tout. Et en fait, dans ses retours dans le passé, Lily, elle parle aussi des violences conjugales et de ses émotions et de ses sentiments par rapport à ce père-là, où si vous voulez, la violence, elle n'est pas dite. Mais Lily, des fois, elle veut réagir quand elle entend des choses, elle veut défendre sa mère, et le coup où son père étranglait sa mère, dans le garage, il me semble, Lily a sauté sur le dos de son père, qui était dans un état de fureur pas possible, qu'il a jeté. Lily est mal tombée, elle est tombée sur la tête et elle s'est assommée. Enfin, elle s'est assommée. On l'a assommée, on va dire. Et
Lily se rend compte qu'il y a vraiment un truc qui cloche, mais elle le savait déjà, quand sa mère dit « Bon bah en gros tu vas pas aller à l'école, je te mets un peu de glace, tu dis rien. Tu diras que t'es tombée. » Donc vous voyez, il y a le côté, mais ça c'est assez classique au niveau des violences intrafamiliales, c'est que on ne dit rien, c'est le secret. Personne ne doit savoir. Lily va en parler par contre à Atlas. Atlas, ce mec-là est en or. Ce gars-là, il lui dit « Faut aller à la police. » Lily, non, j'ai pas trop le choix là, non. Et Atlas, il est vraiment à s'occuper d'elle, à prendre soin d'elle, comme elle a pris soin de lui aussi. Après, on va apprendre, je vous préviens, je spoil à mort. Hein. On apprend au niveau de la relation entre Atlas et Lily que quand Lily est venue toquer à sa porte et lui filer à manger la première fois, Atlas, qui avait 18 ans, il n'y a pas d'aide sociale, ou en tout cas pas dans cette ville-là. Il ne sait pas où aller, il est en train de crever la dalle, il pue, il dort dans une maison qui est insalubre, il fait froid. Atlas, en fait, il avait clairement des pensées suicidaires et l'intervention de Lily l'a sorti de là et lui a un peu remis du baume au cœur pour que ça redémarre. Pourquoi pas? Je trouvais ça un petit peu too much. Et je trouve même que cette pensée suicidaire et même ce schéma-là, je trouve que ça ne colle pas avec ce personnage. Je vous expliquerai pourquoi par la suite. Atlas, lui, ce qu'il veut, c'est terminer son lycée et s'engager après dans l'armée parce qu'il n'y a pas trop d'autres choix. Donc il veut avoir son examen de... Je ne sais pas si c'est le bac, mais il veut son examen. Ok, pas de souci. Donc, comme je vous ai dit, il y a des allers-retours constants entre le passé et le présent. Donc, Lily, elle commence à... Elle tombe amoureuse en fait de Ryle, qui est tout mignon. Enfin, au début, il est tout mignon. Hein. Il est tout mignon, il lui a acheté un appartement. Lily est toute folle parce que Lily, elle vient d'un milieu social qui n'est pas défavorisé non plus. Mais disons, c'est juste dingue d'acheter un appartement comme ça. Et Ryle et sa famille, ils sont très friqués. Et ils sont très friqués. Bref. Donc, il achète un appartement, ils s'installent ensemble et compagnie. Et si vous voulez, la première fois où ça dérape vraiment, enfin la première fois dont je me souviens, parce qu'il y a 4 ou 5 scènes qui sont quand même raides, c'est que en fait ils sont en train de flirtouiller, quoi. C'est le petit Ryle et Lily. Ils sont en train de flirtouiller, enfin ils ont dû passer toute la matinée au lit, compagnie, enfin ils sont amoureux. Et Ryle, ah oui, ils sont amoureux et ils sont légèrement pompettes aussi, ils sont un peu bourrés. Il y a un plat qui est dans le four. Ryle, elle a le réflexe de sortir le plat du four sans gants, donc il se brûle, donc il lâche le plat par terre. Et comme Lily est un petit peu bourrée et que l'ambiance était bonne, quoi, l'ambiance se prêtait à la blague, Lily, elle éclate de rire. Elle n'arrive pas à retenir le truc parce que oui, il s'est fait mal, donc elle éclate de rire. Ryle, au début, il essaye de dire, bon, en gros, ça va quoi. Enfin, il n'est pas content parce qu'il a une grosse opération. C'est un neurochirurgien qui est en formation et qui doit opérer des jumeaux siamois qui sont réunis par le crâne pour les séparer. C'est un neurochirurgien qui est en formation. Est-ce que vous voyez une cohérence là-dedans? Parce que pour moi, c'est les stars des neurochirurgiens qui vont séparer des jumeaux siamois. Pas un neurochirurgien en formation. Parenthèse fermée. Donc Lily, elle n'arrive pas à... Enfin, elle est toujours en train de se marrer, elle est pompette et compagnie. Et là, elle se prend un putain de revers. Elle tombe par terre. Enfin, elle est marquée au niveau du visage. Je ne sais plus exactement si c'est la pommette ou la lèvre ou l'arcade. Mais c'est un peu le gros choc. Donc après, et surtout que il me semble qu'elle n'a jamais parlé à Ryle de ses parents parce que sa mère, elle n'a pas encore déménagé à Boston. Sa mère vit encore dans le Nebraska, dans la petite ville.
Donc elle se prend un coup, un putain de coup. Et donc elle est choquée. Et tout de suite Riley c'est « Oh, je voulais pas faire ça ma chérie » et compagnie, gna, à s'excuser, à expliquer son geste parce que j'ai une opération qui est importante, je ne peux pas me permettre d'abîmer mes mains. Et ben pourquoi est-ce que tu attrapes un plat qui sort du four sans gants, espèce de con? Bref, Lily, dans sa tête, elle se dit qu'elle s'était surtout promis que si ça lui arrivait dans le cadre d'un couple, elle se barrait. Et là, Lily, elle se dit « Ouais, mais en même temps, il est amoureux, puis il était stressé, etc. » Bref, elle lui trouve des excuses. Ok. Donc, épisode clos, compagnie. Il va pas jusqu'à lui offrir des fleurs non plus, mais ils continuent leur petite vie, etc. Et à un moment, oui, ça c'est dans le restaurant. À un moment, en fait, ils vont... un petit peu tout le monde, ils vont dans un restaurant enfin, un restaurant du quartier. Donc là-bas, ils vont manger tranquillement. Et là, Lily, elle tombe des nues parce qu'elle tombe sur Atlas, qu'elle prend pour un serveur. Donc ils vont se retrouver. Il y a des trucs un peu bizarres qui vont mettre un peu la puce à l'oreille à Kyle parce qu'il me semble que Atlas leur offre les boissons ou un truc comme ça. Ok. Lily, elle est toute bouleversée de retrouver Atlas et parce qu'on sait juste en fait qu'il est parti à Boston. Et elle est venue à Boston. Donc, Lily va retrouver, enfin elle est un peu toute bouleversée, elle va dans les toilettes pour un peu se reprendre et elle tombe sur Atlas. Donc là ils se retrouvent, ils sont trop heureux parce que l'un comme l'autre sont le premier amour de l'autre et ils sont super contents de se retrouver. Enfin, on voit vraiment, même si on n'a pas encore tous les éléments de leur relation, qu'ils ont vécu une relation qui est très forte. Ils sont pas en train de mimer, quoi. Ils sont très contents de se retrouver. Ok. Riley, il trouve que Lily, elle prend un peu de temps. Donc il va voir. Il dit c'est qui ce gars-là et compagnie. Donc là, on va activer un peu la jalousie de Riley. Les deux mecs finissent par un petit peu se foutre sur la gueule. Ils sont séparés par les serveurs et tout le monde s'en va. Sauf que en rentrant, Riley, il a toujours en tête, c'était qui ce mec? Pourquoi il te connaît? Tu savais qu'il était là? Donc a commencé un peu un petit interrogatoire. Sachant qu'il n'est pas encore tombé sur des choses un petit peu brûlantes parce que Lily, enfin brûlante. Façon de parler. Lily, elle a ramené des objets de chez elle qui est logique, notamment des toutes petites conneries comme elle a ses journaux intimes où elle parle d'Atlas un peu partout. Elle a un magnet de frigo de Boston qu'Atlas lui avait envoyé. Et bref, donc là, ça se refrite. Je ne sais pas si c'est le moment où il l'a poussée dans les escaliers. Parce qu'il l'a poussée dans les escaliers. C'est pas un petit peu dangereux ça? Bref, l'histoire continue. Elle promet que non, ils vont jamais se revoir. Elle savait pas qu'il était là, etc. Donc vous voyez bien le genre. On continue sur une alternance de points de vue, etc. Avec de points de vue de passé et de présent. On apprend plus sur l'histoire avec Atlas. Le moment où l'histoire d'amour avec Atlas va se déclencher, parce que c'était jusqu'à présent une histoire d'amitié, alors qu'ils passaient peut-être 1 heure ou 2 tous les deux le soir à regarder le show de Hélène de Généresse, je ne sais pas le dire. Et en fait, un coup, Atlas il tombe malade parce que il dort dans un lieu insalubre, etc. Mais il tombe malade. Et ce que choisit Lily, en fait, c'est qu'elle va aller le récupérer. Il passe par la fenêtre de sa chambre et elle le fait dormir dans son lit parce qu'il est vraiment malade à crever. Il dégueule toute la nuit, enfin il est vraiment pas bien, elle s'en occupe. Les parents ils voient rien, hein. Mais je vous jure.
et elle va s'occuper de lui comme ça plusieurs nuits parce que il est vraiment pas en forme. Et elle se fait passer pâle pour sa mère, auprès de sa mère, donc elle va pas au lycée, elle s'occupe d'Atlas bien comme il faut. Et c'était en plein hiver, il me semble qu'il y avait de la neige, un truc comme ça. Et là, en fait, le fait qu'elle s'occupe si bien de lui, ça fait un peu fondre Atlas, qui est déjà un chou. Hein. Atlas, il est très chou. Et c'est là à partir de là que l'histoire d'amour va démarrer. Et c'est... J'ai pas le souvenir si c'était à l'initiative plus d'Atlas ou de Lily, parce qu'il y a 2 ans et demi d'écart d'âge. Hein, quand il l'a rencontrée, lui, il avait 18 ans, elle en avait 15. Donc à un moment, elle va en avoir 16. Donc peut-être majorité sexuelle en Amérique dans cet état-là, j'en suis pas sûre. Mais bref, leur histoire d'amour va commencer. On continue aussi du côté de l'histoire entre Lily et Ryle, où je crois qu'ils n'arrivent pas tant que ça à revenir sur le fait qu'il y a eu des violences et compagnie. Ah, énorme truc que j'ai oublié de dire, parce que là, ça m'a fait bouillir. Alyssa, la sœur de Ryle, et du coup la meilleure amie maintenant de Lily, et bien au début, on la sentait pas très très chaude pour qu'elle soit en couple avec Ryle. Et à un moment, Ryle, il arrive à lâcher à Lily qu'en fait, il s'est passé quelque chose dans son passé, et que parfois, il a des blancs. Il a des blancs, il contrôle plus sa colère, et c'est plus lui, quoi. Ça, c'est quelque chose qui existe. Hein. Ça peut aller jusqu'à ne plus se souvenir. Et c'est juste nommé comme ça, il y a une phrase disant qu'il voit quelqu'un pour ça. C'est tourné un peu comme ça. Moi, j'avais compris thérapie. Donc, ok, pourquoi pas. Ok. Et moi, le truc qui m'avait fait hurler, en fait, c'est le fait que Alyssa... Pourquoi est-ce qu'elle voulait pas que Lily se mette en couple avec Ryle? Pourquoi on sent qu'il y a de la gêne? Pourquoi on sent que le mec d'Alyssa, Marshall, enfin son mari, est pas très à l'aise avec ça non plus? C'est pas expliqué. Ça va être peut-être expliqué au niveau du 3e coup, parce qu'il vient de voir quelques-uns. Il n'y a pas énormément de scènes, mais disons que les scènes ne vont pas durer très longtemps non plus, mais elles sont décrites. Donc le truc est décrit, enfin ce qui se passe est décrit, ce que Ryle fait à Lily est décrit, ce qu'elle ressent aussi. Et elle pète de trouille, hein. Elle a baigné là-dedans quand elle était petite. Et si vous voulez, donc ça continue, et je crois que c'est au moment où il y a la 3e grosse dispute, où puis Lily, elle n'arrive pas à se défendre non plus physiquement, elle n'arrive pas. Ni à crier ou quoi que ce soit. Elle est paralysée de peur par rapport à son passé, je pense. Et en fait, au moment de la 3e dispute et la 3e fois où Ryle il pète les plombs, je crois que c'était lié à Atlas, parce qu'il avait dû tomber sur un truc par rapport à Atlas. Pas les journaux, il me semble pas. Mais il avait dû se passer... Enfin, il est très jaloux d'Atlas. Et en fait, on va apprendre que Ryle, quand il avait 6 ans, Alyssa n'en avait que 5, ils avaient un grand frère qui s'appelait Emerson qui en avait 7. Ryle, les gamins étaient partis jouer dans le garage, donc c'est une famille qui est plutôt huppée, enfin qui est huppée. Et Ryle a trouvé une arme qui était chargée, il ne savait pas, il avait que 5 ans, et il a tué son frère. Et a priori, ça serait l'élément déclencheur au fait qu'il soit violent. Et ça, en fait, j'y crois pas du tout. Parce que, on ne sait pas, il y a plein de parcours individuels qui sont forcément différents dans les parcours de violence. Donc ça peut être oui, il y a un traumatisme, c'est clair. Mais je trouvais ça un peu too much par rapport au truc. Mais bon, on apprend ça. Et si vous voulez, à un moment, Lily, elle va commencer à en parler un peu de ce qui se passe à Alyssa. Et ça lui demande, hein, parce que souvenez-vous que dans le cadre du couple de sa maman, il y avait le secret.
Et le coup où ça va faire péter les plombs à Lily, c'est quand Ryle il tombe sur ses journaux intimes. Des journaux qu'elle écrivait quand elle avait 15-16 ans. Là, il me semble qu'elle en a 24. Il y a une petite différence d'âge, je pense qu'elle a 23-24 ans. Ryle doit être pas loin des 30. Et si vous voulez, oh, j'ai fait 40 minutes, j'ai même pas fini le premier livre. Donc, Ryle tombe sur les journaux intimes de Lily que forcément il a lu en intégralité. Paye ton intimité. Donc elle revient du boulot, normal, il est furieux. Et là, elle s'en prend plein la gueule. Elle a un petit tatouage d'un cœur qui est un petit peu ouvert, qui a une signification pour elle, et qui est en rapport avec Atlas. Il va la mordre à cet endroit-là jusqu'à la faire saigner. Il lui fout sur la gueule, il l'étrangle, il essaie de la violer. Je me souviens plus exactement si on a été jusqu'au viol conjugal, mais donc voilà. Ah oui, puis entre-temps, ils se sont mariés et texto, quand il l'avait dit un petit peu sur le ton de la blague en fait, parce que il me semble que il devait être un petit peu pompette parce qu'il avait dû avoir la naissance de l'enfant d'Alyssa, donc la sœur de Ryle. Et ils avaient dû fêter un petit peu ça, et Lily en fait avait dit un peu sur le ton de la blague, oh ben on pourrait peut-être aller se marier avec Ryle, enfin avoir un autre truc à fêter. Donc ils sont partis se marier à Las Vegas, et texto, Ryle a dit qu'il était tellement content qu'il pisserait dans son froc. Paye ton romantisme. Donc bref, quand Ryle découvre tous les journaux intimes, il pète un plomb, il pète la gueule de Lily. Il me semble qu'à un moment elle s'évanouit, et quand elle se réveille, elle sort tranquillement de là, elle s'habille, elle chope son téléphone et elle se demande, je peux appeler qui? Qui c'est? Enfin, qui peut venir m'aider? Parce que, enfin, qui peut venir m'aider chez qui Ryle ne va pas aller me chercher? Donc elle appelle Atlas. Et Atlas, disons qu'il savait déjà, parce qu'ils se sont recroisés. Lily, elle est complètement honnête. Lily n'est pas du tout dans une double vie avec une relation avec Atlas et une relation avec son mari, Ryle. Ils sont pas du tout là-dedans. Donc, elle s'arrange avec Atlas. Elle dit, il m'a frappé, je veux sortir de là, j'arriverai pas à le faire toute seule, viens me chercher et t'as qu'à toquer doucement, enfin tu me dis quand t'es arrivé, je sortirai. Parce qu'elle pète de trouille, elle est sous le choc. Donc il se fait ça, Atlas la récupère. Ah oui, puis Lily voulait pas qu'Atlas monte, entre chez eux parce qu'elle voulait pas qu'il se batte avec Ryle. Je pense pas spécialement que c'était non plus dans le genre d'Atlas. Mais bref, Atlas la récupère, ils vont à l'hôpital. On la recoue, 6 points de suture, et l'infirmière lui propose en fait le kit de viol. Que Lily refuse, tout comme Lily refuse de porter plainte. Elle dit juste, moi je veux, vous me soignez, en gros, Atlas lui avait proposé de l'héberger, donc elle va se planquer chez lui pendant plusieurs jours. Donc, c'est costaud, hein, je vous dis. Atlas, il est hyper présent avec elle, il n'est pas du tout menaçant, elle est très en confiance avec lui. Elle a complètement éteint son téléphone et elle s'isole parce que elle a besoin de ça. Elle a besoin de cogiter. Et ah oui, au passage à l'hôpital, il voulait lui faire passer une radio parce que il l'a poussée contre un mur ou contre une porte. Enfin, il soupçonne qu'il y a une commotion cérébrale, mais ils ne peuvent pas le faire par rapport à son état. Quel état? Et ben c'est là qu'elle apprend qu'elle est enceinte. Donc, elle a un peu tout ça à gérer, Lily.
je sais plus comment elle se débrouille par rapport au boulot, mais enfin elle se débrouille. Et si vous voulez, les trucs qui me feraient hurler là-dedans, c'est que Alyssa et Marshall, donc Alyssa c'est la sœur de Ryle, Marshall son mari, le mari d'Alyssa, qui est un ami d'enfance de Ryle, à mon avis, il savait déjà tout ça. Il soupçonnait tout ça. Ce type de comportement chez Ryle, et ils n'ont jamais rien fait. Et même après, quand Lily et Ryle vont se séparer, puis divorcer, parfois, ils laissent les deux ensemble, seuls, pour qu'ils discutent. Seuls. Alors que Lily est terrifiée. Je vous jure, ça me... Et Ryle, cette petite pourriture là, c'est un discours absolument anti-professionnel ce que je dis, mais j'étais travailleuse sociale. Ryle, lui, ce qu'il dit, si tu divorces, moi je suis neurochirurgien, j'ai des moyens, j'ai des avocats. Donc elle a cette pression-là aussi, Lily. Et au final, il y avait une histoire de stage parce que c'est un neurochirurgien qui est en formation. Il part 3 mois à Cambridge. Lily continue à vivre il me semble bien, dans l'appartement où il vivait, sauf qu'elle est plus dans cette chambre-là. Elle a pris la chambre d'amis. Elle continue sa petite vie, etc. Et elle l'a mis au courant de la grossesse. Et le truc que je trouve bien, c'est ce qu'apporte en fait Atlas au récit. Parce que du coup, Ryle, il était jaloux, peut-être à raison d'Atlas, parce qu'au final, Atlas va finir avec Lily. Mais Lily n'a jamais été malhonnête. Elle n'a jamais eu de double vie. Et même si ça avait été le cas, c'est absolument pas un argument pour lui péter la gueule. On est d'accord? Et donc ils se séparent, on sent que Ryle, ça bouillonne de partout là-dedans. Va prendre tes médocs, mon gars, il en a pas. Va voir ton psy. Et si vous voulez, Lily, elle se dit au début, mais comment je peux laisser ma fille à quelqu'un qui ne contrôle pas sa colère? Qu'est-ce qu'il pourrait lui faire à elle? À un bébé, à un futur bébé, parce que elle se pose des questions que la gamine n'est même pas née. Et c'est le jour de la naissance de la petite qu'elle dit, alors qu'elle a la petite dans les bras, elle vient juste d'accoucher, elle dit à Ryle, je veux divorcer. Et il me semble bien que l'histoire se termine comme ça sur le premier livre. Et Atlas, ils ont toujours, si vous voulez, cette relation qui est un peu très forte, mais qui est un peu, qui a été un petit peu interrompue. Et ça ne finit pas, c'est une romance qui ne finit pas sur un couple qui finit ensemble et heureux. C'est une romance qui finit sur un divorce. Et ah oui, il me semble que le bouquin finit quand, quelques mois plus tard, c'est un peu la mère célibataire débordée. Elle doit faire avec l'emploi du temps de Ryle, qui est neurochir, donc un emploi du temps un peu de ministre. Et elle tombe sur Atlas. Ils se disent bonjour très rapidement, très poli et compagnie. Atlas, c'est pas du tout le mec à s'imposer. J'ai rien dit, Gabi. Et Lily ils finissent par renouer quelque chose comme ça. Elle lui court après. Et en gros, si vous voulez vous lancer dans Jamais plus, vous devez absolument lire derrière À tout jamais. Parce que moi, franchement, ça m'a foutu mal ce bouquin. Je vous jure. Mais vraiment, il y a plein d'éléments qui m'ont... le silence... le seul qui réfléchit là-dedans, c'est Atlas. Parce que Atlas, lui, ce qu'il avait déjà dit par rapport au père de Lily, c'était on va à la police, tu portes plainte. Et c'était... Après, il lui propose, il lui rappelle, il la remet dans la réalité, si vous voulez. Mais j'ai trouvé
vraiment ce truc compliqué. Je n'ai pas vu de romantisation de leur histoire. Parce que pour moi, bon, vous n'êtes pas d'accord si vous voulez, hein, mais pour moi, même dans un couple où il y a une violence, où il y a des violences conjugales, il y a eu quelque chose, peut-être qu'au début et qui s'est éteint après avec la violence, mais les gens ne se mettent pas ensemble pour rien. Pour moi, il y a toujours eu, au moins au point de départ, un peu d'amour, même s'il n'existe plus après. Mais jamais plus. C'est pas une histoire d'amour, ça l'est plus en tout cas entre Ryle et Lily. J'ai pas vu de romantisation des violences, ni de cette relation toxique, mais par contre j'ai vu une banalisation. Parce qu'au final, déjà, zéro trigger warning, parce que pourquoi faire, parce qu'on sait que les lectrices de New Romance, il y a beaucoup d'adolescentes de 12-13 ans qui sont hyper fans de Colleen Hoover et qui en parlent sur TikTok. Je suis tombée sur des chaînes, des fois je me disais, mon Dieu. Et moi, ma crainte vraiment par rapport à ces lectures-là, auprès de jeunes filles si jeunes, ce soit qu'elles lisent ce genre de choses et qu'elles intègrent un peu tout ça comme une normalité, comme quelque chose de banal. Parce que oui, c'est banal, parce que des Ryle et des Lily, il y en a des tas. Il y en a certainement dans leur entourage, il y en a certainement dans votre entourage. Enfin, il y en a partout. Oui, il y en a partout. Et non, c'est pas normal. Ça, et franchement, autant là, le truc qui me fout en pétard, c'est en New Romance. Donc moi, j'ai lu quelques articles. La New Romance, a priori, c'est pour les 18-30 ans. Il y a un petit peu de scène spicy, mais c'est pas le truc qui est gênant. Moi, le truc qui est gênant là, pour moi, c'est la banalisation de cette relation toxique entre Ryle et Lily. Elle va jamais voir un policier, hein. Elle a été à l'hôpital, pourquoi? Parce qu'elle était sous le choc et qu'elle saignait et que c'est Atlas qui l'a emmenée. Mais Ryle, il n'a jamais rien eu par rapport à ça. Donc Ryle, qu'est-ce qui va l'empêcher de recommencer? Son psy? Qu'il voit 1 heure par semaine peut-être, on n'en sait rien. Il a juste été à peine nommé. Et pour moi, s'il y a des jeunes filles de 12, 13 ans, 14 ans, 15 ans qui lisent ça, ou même des personnes qui sont adultes, pour moi, ce sont des lectures qui doivent être accompagnées. Moi, j'ai eu besoin d'en causer avec des copines. Parce que, franchement, ça m'a foutu la boule au bide. Hein. Et ce qui fait que j'ai voulu enchaîner sur la suite, à savoir À tout jamais, qui est là l'histoire entre Atlas et Lily. Je vais vous lire le résumé d'ailleurs. Peut-on aimer à nouveau après une relation abusive? Lily vient à peine de se séparer de son mari, Ryle, après la naissance de leur fille, lorsqu'elle retrouve son amour d'adolescence, Atlas Corrigan. Elle savait déjà qu'il vivait à Boston, comme elle, c'est juste dans le bouquin d'avant, et qu'il avait un restaurant dans cette ville, mais est-ce un signe du destin si elle le rencontre par hasard alors qu'elle est prête à aller de l'avant et à oublier les violences qu'elle a subies? Oublier les violences qu'elle a subies. Ça s'oublie? Elle a très envie d'explorer ce qui pourrait se développer entre eux. Atlas ne l'a jamais oublié, elle non plus. Mais Lily et Ryle partagent la garde de leur fille et se voient souvent. Peut-elle tourner la page et commencer une relation amoureuse sans que Ryle se mêle de sa vie? Non. Est-ce qu'il est prêt à accepter que son ex-épouse se rapproche de l'homme dont il a été si jaloux? Non. Atlas et Lily sont adultes maintenant, et si leurs sentiments réciproques restent forts, leur vie a changé. S'aimer peut se révéler un nouveau défi à relever. Les questions qui sont posées, mais franchement, oh, ça me donne envie de chialer, je vous jure. Bon, c'est une histoire qui finit bien. Pour Lily, pour Atlas et pour la petite. Alors, je ne sais pas s'il y a parmi vous des lecteurs d'Harry Potter qui ont pu un petit peu s'offusquer du prénom des 3 enfants de Harry Potter. Mais là, la fille de Ryle et de Lily s'appelle Emerson.
Je l'ai déjà dit il y a quelque temps. Comme le grand frère que Ryle a tué quand il était petit. Tout à fait. Donc, on reprend l'histoire quelques mois après. Donc là, j'ai peut-être fait une petite confuse entre l'épilogue ou le prologue. L'épilogue de Jamais plus ou le prologue de À tout jamais, je sais plus. Mais Lily, en fait, elle met clairement des barrières à Ryle. Elle lui rappelle qu'il n'a pas à se mêler de sa vie, qu'il n'a pas à savoir où est-ce qu'elle est, il n'a pas à juger quoi que ce soit, point barre. En ça, elle est très bonne. En ça, franchement, c'est ce qu'il faut faire. Donc, ils sont bien séparés. Il me semble, je ne sais plus si elle est dans le même appartement ou pas, parce que c'était l'appartement que Ryle avait acheté. J'ai un doute, je crois qu'elle a déménagé, je ne sais plus. Mais bref, elle continue sa boutique de fleurs qui a pris de l'ampleur. Atlas, il ouvre un deuxième restaurant parce que j'ai oublié de vous dire dans le premier bouquin, mais c'était pas le serveur du resto, c'était le patron. Donc Atlas, il a ouvert un deuxième restaurant. Au passage, dans le premier livre, on a su tout de l'histoire passée et d'Atlas. À savoir que un moment, il a sorti un gros bobard à Lily en disant « Oui, ben, j'ai un oncle, un frère de mon père qui habite à Boston, il est prêt à s'occuper de moi, donc je vais y aller. » Donc il part à Boston. Sauf que l'oncle, il n'existe pas. Donc il part à Boston, il galère, il s'engage dans l'armée, il fait 4 ans dans l'armée, il refait 4 ans dans l'armée, il revient à Boston avec tous ses sous et il achète le restaurant. Et il a plus de contact avec sa mère. On va en apprendre plus sur sa mère, qui est quand même profondément toxique elle aussi. Et donc ils vont se retrouver. Et Atlas, qui connaît Lily, il la connaît par cœur, il sait ce qu'elle a subi dans le passé, il sait ce qu'elle vient de subir, vu qu'il l'a quand même accompagnée pour la soutenir à l'hôpital, etc. Et Atlas, il n'a jamais tourné la page de Lily. Lily, elle a eu d'autres relations, Atlas, jamais. Et le truc qui est assez mignon entre eux, c'est un truc que j'aime bien lire, c'est le côté un peu miscommunication, le fait que, en fait, Atlas était revenu voir Lily sur je ne sais plus quel campus. Il a vu qu'elle était en couple avec un gars, donc c'était quand même quelques années après, peut-être 1 an ou 2. Bon, elle devait être majeure, donc 2 ans au minimum. Et du coup, il s'est dit, c'est bon, elle va bien. Donc il est reparti. Sauf que c'était juste, entre guillemets, un gars. Elle était avec lui, mais ça n'a pas duré. Et Lily, elle lui en veut de pas... Parce que Lily, elle n'avait aucun moyen de le contacter. Atlas, qui est venu, elle ne l'a jamais vu. Il aurait pu lui faire un coucou. Leur histoire aurait démarré, en fait. Et je la trouvais peut-être à un moment aussi un peu de mauvaise foi par rapport à ça. Mais bon. Donc l'histoire entre Lily et Atlas redémarre, tout tranquillement. Atlas, il prend son temps. Et le problème là-dedans, c'est Ryle. Parce que Ryle ne supporte pas que ce soit Atlas. Parce qu'il y a des éléments... En fait, tout ce qui concerne Atlas va alimenter sa jalousie, comme c'était déjà le cas dans le livre précédent. Le truc que j'ai trouvé assez dégueulasse dans le livre précédent, mais c'est que les journaux de Lily, que le petit magnète de Boston, des trucs comme ça, le cœur que Lily le cœur que Lily a sur son épaule, tout ce qui l'a relié à Atlas était quasiment perverti par le regard de Ryle et par sa jalousie. Et c'est comme en fait si Ryle voulait effacer complètement Atlas de la vie et des souvenirs presque de Lily. Parce que le fait de la mordre à l'endroit où il y a ce cœur qui signifie quelque chose pour elle. Parce que en fait, Atlas lui avait fait un petit cadeau, lui avait sculpté un cœur en bois qui n'était pas fermé. Et donc elle s'est tatoué ça en souvenir de lui, quelque chose de mignon.
Et ça, Ryle ne le supporte pas. Et quand il va la mordre, c'est quand il aura appris à quoi correspond ce cœur-là, quand il a lu les journaux intimes de Lily. Bref, Ryle, tu es à moi, homme des cavernes. Mais après, franchement, le deuxième bouquin, je l'ai trouvé mieux construit. Pourtant, étonnamment, Colleen Hoover ne voulait pas écrire de suite à jamais plus. Je me demande pourquoi même ça a été marketé en romance. C'est pas une romance. Si ça avait été mieux écrit, ça aurait pu être en littérature générale, je pense même, parce que oui, on peut... Moi, je suis pour qu'on écrive sur tout. Je ne pense pas que l'auteur doit se censurer. Mais là, il y a quand même la question de la responsabilité de l'auteur, déjà. Parce que c'est elle qui a écrit ce livre-là. Il y a la responsabilité ensuite des maisons d'édition au niveau des trigger warnings, etc. Ce sont des choses qui... les trigger warnings, je ne sais plus exactement d'où ça vient, mais si on met une petite pastille sur des jeux vidéo qui sont violents, où il y a des gros mots, ou sur des films qui sont interdits au moins de 12, au moins de 16, au moins de 18, c'est pas pour rien. C'est un peu comme les panneaux de limitation hein, sur la route. Hein. S'il y a des limitations de vitesse, c'est pas pour rien. Donc pourquoi ne pas appliquer ça sur des livres ? Je sais qu'il y a certaines maisons d'édition qui ont commencé à le faire avec des piments pour savoir à quel point la romance est smutty ou pas et à quel point il y a des scènes de sexe ou pas. Mais là, par rapport aux violences, franchement, autant les noter. Et le deuxième livre, je l'ai vraiment préféré parce que Ryle, il s'en sort toujours. Le pire qu'il a perdu, c'est Lily. Le plus qu'il a perdu, c'est Lily. Mais il voit sa fille. Au début, elle ne veut pas lui laisser la nuit. Je ne sais pas si elle lui laisse la nuit encore. Et il y a encore des scènes d'agression aussi de la part de Ryle, qui laisse Lily comme ça. Et le truc qui m'énervait aussi là-dedans, c'est que Alyssa, la sœur de Ryle, et Marshall sont parfaitement au courant du truc. Et il laisse Ryle parler seul à seul avec Lily. Mais d'où ? Non. C'est pas la protéger du tout. Du tout. Et Lily, en fait, je la trouve super courageuse du fait de se dire que sa fille ne va pas vivre sans son père, ne va pas grandir sans son père, et du coup de lui accorder en fait le fait de lui de permettre à Ryle de voir sa fille, de l'accueillir, etc. Parce que c'est pas parce qu'il est un mauvais mari qu'il sera un mauvais père. On sait pas. On sait pas. Mais le truc que j'ai trouvé intéressant aussi dans le deuxième livre, on est vraiment plus axé sur la romance entre Atlas et Lily et les suites de la séparation, et je sais plus s'ils ont divorcé, de Lily et de Ryle. À savoir que on pose des limites à Ryle, ce dont il a besoin. Ryle finit par aller péter la gueule encore à Atlas dans son resto. Atlas il prend sur lui et en fait Atlas, mais ce mec-là, il a des ressources en lui, mais de fou, parce qu'il arrive quand même à poser les choses aussi avec Ryle en disant on ne t'exclut pas, tu feras partie de notre vie et de celle d'Emerson. Lily vient habiter avec moi, Emerson viendra, c'est ça qui avait fait péter les plombs à Ryle, parce que Lily déménageait, donc Emerson aussi, chez Atlas, pardon. Et c'est ça qui a fait péter les plombs à Ryle, qui a été péter la gueule à Atlas. Et Atlas, il se laisse cogner, en fait, et il affirme à Ryle, on ne va pas t'exclure de notre vie et de la vie de Lily. Je ferai partie de la vie de Lily, je ferai partie de la vie d'Emerson, toi aussi. Faut juste que là, on s'entende entre adultes responsables.
Bon, il y a un truc que je trouvais un petit peu raccourci facile parce que il mettait en fait sur le compte de l'immaturité le fait que Ryle ait ses accès de violence et de colère qu'il ne contrôlait pas. Mais je pense que c'est un peu plus subtil que ça. Mais ouais, franchement, le deuxième livre, en fait, il est venu réparer chez moi ce que le premier avait un peu cassé. C'est pas évident, hein. Franchement, c'est une lecture qui est vraiment pas évidente. Et c'est à se demander du coup comment des jeunes filles de 12, 13 ans, comment des femmes qui subissent ça au quotidien reçoivent ce livre. Parce que moi j'ai été travailleuse sociale, j'ai été amenée à... J'ai pu travailler avec des femmes ou des familles qui étaient victimes de violences conjugales, intrafamiliales, avec les pères aussi, avec les maris. Et ce qui fait que j'ai un peu une espèce de position de neutralité qui est obligatoire parce que faut travailler avec tout le monde. Et si vous voulez, enfin, j'ai été un peu touchée de près ou de loin avec par ces questions-là. Sur un plan professionnel comme sur un plan personnel, je n'en dirai pas plus. Mais la crainte que j'ai, c'est comment va recevoir ce livre un lecteur qui est impliqué, qui vit ça. Parce que Ryle, il s'en sort comme une lettre à la poste. Il a rien. Il a rien. Il y a juste la procédure de divorce et la garde de Lily. Point barre. Aucune question des violences conjugales. Rien. Que dalle. Donc quel message ça envoie aux personnes qui sont victimes comme ça? C'est serre les dents et continue à subir parce que de toute façon il va s'en sortir? Mais non. Là par exemple, à l'origine je voulais lire plusieurs romances contemporaines, donc des livres qui font soit partie du genre de la romance, soit plutôt littérature blanche mais avec une romance qui m'a plu. Et je viens tout juste de commencer Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble. J'ai lu que 3-4 chapitres. Le truc que je trouve très bien dans ce livre-là, je vais vous les retrouver. Oui, je suis que à la page 29. C'est qu'on a la note d'auteur qui est avant le livre, contrairement à J'aimais plus, où la note d'auteur était tout à la fin quand tu finis ta lecture et que t'es pas bien. Là, elle dit qu'elle a écrit un livre qui était dur, qu'il y a des sujets qui sont difficiles, que ça parle de viol, de cyberharcèlement, de slut-shaming, de dépression, de suicide. Après, nous avons quoi? On a un 08, SOS viol femme information. On a le numéro de téléphone, quand c'est accessible. On a violence femme info. Le numéro de téléphone, quand c'est accessible, en France métropolitaine et dans les DOM. On a net écoute contre le cyberharcèlement, avec le numéro de téléphone, que c'est accessible par email, chat, messenger, être rappelé. On a suicide écoute, avec un numéro de téléphone, l'adresse internet du collectif féministe contre le viol, l'adresse internet de la Fédération nationale de solidarité des femmes et l'adresse internet de la Fédération nationale des associations d'aide aux victimes. Et chez Colleen Hoover, on a quoi? Eh bien, on n'a rien de tout ça. On a démerdez-vous avec ce que vous venez de lire. On a juste, oui, bon, j'ai vécu un peu ça. Elle raconte un petit peu l'histoire de sa famille, l'histoire de son père, de sa mère, qu'elle avait envie d'écrire cette histoire-là. Donc là, mon côté où moi j'étais un peu fumasse à la fin de la lecture, j'étais pas bien, hein. Honnêtement, j'étais vraiment pas bien. Ça m'a un peu permis de redescendre et de me dire qu'en fait, elle a du courage d'aborder cette thématique vu ce qu'elle a vécu. Et en plus, moi j'ai appris je crois que c'est la fiche Wikipédia de Colleen Hoover, c'était une travailleuse sociale. Et elle, je dis pas que en tant que travailleuse sociale, elle aurait dû faire que Lily porte plainte, qu'il y a un suivi éducatif ou des trucs comme ça. Non, pas forcément, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de suivi éducatif, par exemple. Mais la plainte, si, mais carrément. Et je suis désolée, moi. Là, franchement, ça m'a vraiment foutu en pétard. Oui, elle a eu le courage d'aborder cette thématique.
Franchement, je trouve que c'est fait de manière hyper maladroite et que c'est même dangereux par rapport au lectorat, soit qui peut être très jeune, qui est influençable. Ils sont influençables, les adolescents, ne nous voilons pas les yeux. Surtout qu'ils se disent tous, ah ben lisez ça, c'est trop bien, j'ai pleuré. C'est ça leur vidéo sur TikTok aux adolescentes. Et c'est quoi le message du coup pour elles? C'est ton père qui frappe ta mère, bah c'est pas grave, il va s'en sortir. Si toi tu te fais frapper, bah c'est pas grave, il va s'en sortir. Ne fais rien, ne te plains pas. C'est ça le message. Je suis pas forcément pour, enfin je pense pas que chaque livre doit avoir un message à, euh, à diffuser, entre guillemets, un message à adresser au lecteur. Mais là, il manque quelque chose. Autant du point de vue... puis et Ryle, au final, on a juste un tout petit truc comme ça sur le fait que il pète des plombs, qu'il a une espèce de blanc et qu'à un moment, il se contrôle plus. C'est un symptôme psychiatrique. Et pourquoi t'as pas creusé ça? Pourquoi t'as pas creusé un petit peu? Pas pour que les lectrices se disent oh le pauvre, il est malade. Non, il doit vivre avec ça, il doit travailler sur ça pour ne pas que ça se reproduise, pour ne pas qu'il recommence encore et encore. Et le sentiment d'impunité derrière, parce qu'il n'y a aucune punition. En plus, c'est un gars qui est pété de thunes, donc on peut se dire s'il y a un procès, il va faire un gros chèque et puis il va s'en sortir, ce qui est fort probable. Mais non, je suis désolée. Là, ça manque de choses. Ça manque sévèrement de quelque chose. C'est pas clair, c'est... non, 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 non. Moi, je suis pas d'accord. Donc, si parmi vous, il y a des parents dont les filles, parce que je pense que ce sont plus des filles qui lisent ce livre-là, lisez-le et accompagnez-les dans cette lecture. Voire même, conseillez-les d'attendre quelques années pour le lire. J'ai 41 ans. Hein. Moi, c'est un livre qui m'a quand même chamboulée. Je trouve qu'il y a un côté gratuit dans ce livre-là. Et ce côté gratuit, c'est ce côté dangereux. Le fait qu'il manque comme ça des choses... Enfin bref, ça me dépasse. C'est une lecture que j'ai vraiment détestée. Détestée. Je pense que je relirai pas de Colleen Hoover. Hein. Je fais une fois, ça suffit. Et pourtant, moi, je peux vous assurer que je peux lire des choses qui sont difficiles. Autant dans le domaine de la fiction que le domaine du documentaire, que du témoignage, etc. Je peux lire des choses difficiles. Je ne vais pas forcément lire que ça parce qu'il faut un peu varier. Et quand il y a quelque chose de bien plombant, vous avez besoin de quelque chose de bien léger derrière. Mais non, là, il y a vraiment un gros souci, je pense, éditorial, de communication autour de ce livre-là. De Jamais plus, pas À tout jamais. À tout jamais, il est mieux. Il rachète l'autre. Mais bref, bon, je crois que j'ai quasiment 1h15 de vidéo, donc je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me laisser un petit message si vous avez lu du Colleen Hoover, si vous avez apprécié par exemple J'aimais plus. J'aimerais bien savoir pourquoi. Parce que par exemple, pour rebondir un peu sur les vidéos TikTok que j'ai pu voir, il y a beaucoup de filles qui disaient qu'elles avaient adoré cette lecture-là parce qu'elles en avaient pleuré. Et c'est des choses que je retrouve aussi sur des groupes Facebook qui sont autour de la romance. Et donc moi, non, j'ai pas pleuré. Moi, j'ai été plutôt colère mais c'est parce qu'on n'a pas, j'ai pas forcément le même vécu que ces lectrices-là et ni le même âge et ni même non, je me tais parce que j'ai une mauvaise langue, ni le même sens des responsabilités. Mais mais je pense qu'il y a, ouais, sur le plan éditorial et marketing et de la com, il y a un gros souci sur ce livre-là. Et c'est un peu facile de dire que c'est de la new romance, donc c'est bon. Parce que je vais tester, moi, de la dark romance. Je vais tester. Je sais pas quoi encore, mais je vais tester. On verra. Peut-être que je vous referai une vidéo d'1h30 en disant que je suis pas contente. Bon, bref. Mais franchement, j'avais besoin de parler de ces livres.
Jamais plus, bah justement, jamais plus, mais à tout jamais, ça m'a. Si vous avez lu Jamais plus, lisez à tout jamais. Ça conclut, en fait. Et je sais pas, c'est peut-être le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de développement, que ce soit un livre qui n'est pas si épais que ça. Je crois qu'il n'est pas très gros, il fait 300-350 pages, donc il y a peut-être le fait de la concision, en gros, de l'histoire qui fait qu'il y a des choses qui sont pas, pour moi, assez développées, mais quand je vois dans quoi c'est rangé, là je suis sur librairie-gallimard.com, c'est Hugo Poche New Romance, donc la collection New Romance. C'est rangé en romance sentimentale contemporain. Mais il n'y a pas d'amour là-dedans. C'est de l'amour perverti, quoi, de l'amour cassé. Bref, ça me dépasse. Eh bien, là-dessus, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me conseiller des lectures si vous voulez en romance, autre que Colleen Hoover si possible, ou sur ces thématiques-là, parce que là, il n'y a rien de spécial qui me vient. Je vais faire un update visionnage qui, je sais pas quand je vais diffuser cette vidéo-là, mais je vous conseille la série sur Prime Video, Les Fleurs Sauvages, où c'est The Lost Flowers of Alice Hart. C'est tiré d'un livre du même nom. Ça se passe en Australie et ça parle de violence conjugale, mais le cran au-dessus. J'ai pleuré à chaque épisode. C'était pas ce que je recherchais. C'était pas ce que je recherchais, mais j'ai pleuré à chaque épisode. Mais bref, voilà, j'avais besoin d'en parler, donc j'espère que vous m'avez prêté une oreille attentive. Je vous souhaite de très belles lectures, et plus de celles qui mettent un petit baume au cœur et qui ne banalisent pas des scènes de violence comme faisant partie d'une relation conjugale normale et saine, parce que c'est pas normal et c'est pas sain. Et si vous êtes dans ces situations-là, soyez bien entourés et portez plainte, parce que ça ne peut pas continuer. Et si vous voulez écrire sur ces sujets-là, réfléchissez-y bien sur la manière la manière dont vous voulez écrire votre livre et votre histoire, parce que tout ne peut pas justifier non plus le scénario. À tout bientôt, rêvez tout grand, de choses légères qui font du bien. Au revoir.